Salut les terriens, salut les terriens. Les terriens de ce soir sont Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, bonsoir. Vous êtes fondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, inventeur du droit d'ingérence. Vous avez été ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères. Et vous êtes ici ce soir pour nous annoncer une grande nouvelle. Vous êtes de retour, Bernard. Kouchner is back. Alors, en voyant l'état du monde, vous vous êtes dit, ils ont besoin de moi, quoi. Vous ne pouviez pas laisser l'Europe, l'Afrique, l'Asie s'effondrer sans rien faire. Vous avez senti, tel Superman, qu'il faudrait être là? Je ferai ce que je pourrais. Pour sauver le monde. Non, pour vous sauver vous, pour cette mission. C'est déjà pas mal. Une terrienne également avec nous ce soir, Géraldine Maillet. Géraldine, bonsoir. Bonsoir. Alors, autant le dire tout de suite, il y a une histoire entre nous, il y a quelques années. Je vous avais invité dans Tout le monde en parle, mais le soir de l'émission, faute d'avoir eu le temps de bien préparer votre interview, je vous avais annulé et vous avez raconté la préparation pour l'émission et la déception de ne pas y être dans un livre excellent intitulé Prime Time. Alors, je vais être honnête, j'ai eu envie de vous annuler toute la journée pour que vous écriviez un deuxième livre sur moi, Géraldine. Non, mais c'est vrai que j'ai adoré vous détester. Ouais. Et après cette annulation, j'ai fait une fixette sur vous, mais vous pouvez pas vous imaginer. Mais je suis là. Je suis là ce soir. C'est un grand moment. Autre terrien avec nous ce soir, Michael Youn. Alors, Michael, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler d'un drame personnel qui tombe au pire moment, au moment où Vive la France arrive dans les salles. L'horrible tragédie, c'est que tout le monde dit du bien de votre film. Oui, j'ai vraiment peur que ça ne marche pas. Même Technicart a dit du bien, donc je suis très inquiet. On se demande si les critiques ne sont pas trompés de salle. Non, mais ça fait du bien quand même. Hein. Ah oui, ça, je Ça suis fait sûr, du bien. après toutes ces années. Dis donc, j'en ai mangé du pain noir, hein. Ça va. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Lola Devers, fille de Patrick Devers, comédienne, est nommée au César cette année. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Bernard Kouchner, rebonsoir. Rebonsoir. Re-bienvenue pour votre comeback. Donc, depuis quelques semaines, vous faites un retour médiatique. Qu'est-ce qui se passe? Christine en avait marre de vous voir toute la journée en pyjama, sur le canapé, en train de regarder Motus. Un spectacle lamentable, c'est sûr. Alors, dans les journaux, sur les radios, dans les télés, vous répétez avoir voté Hollande en 2012, être ravi du Hollande chef de guerre et apprécier l'action de Hollande président. Tout ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Christine Ockrent sur France Culture. Non, Non, franchement. vraiment rien. On a viré Colombani pour elle, quand même. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne me prononcerai pas sur cette éviction. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, Nicolas Sarkozy venait de lui confier France 24. À moi? À elle. Ah oui. Ouais. Ça n'a pas marché longtemps. Hein. Non. Pourquoi? Parce qu'au début, ça marchait très bien. Oui, elle s'est Alors, disputée avec un dénommé Pouzillac. Oui, je crois que c'est pas suffisant. Non, je pense qu'elle a, ou moi, peut-être, nous avons déplu. À un moment donné. Oui. C'est ça le pouvoir, mon cher. Ceci étant, je comprends votre soutien à François Hollande au Mali. C'est quand même le meilleur moyen d'assurer la protection des riads de Marrakech. Hein. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas exactement la même direction. Oui, mais s'il monte. Alors, au sujet de la politique extérieure de François Hollande, vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, vous pouvez nous expliquer pourquoi on combat au Mali et en Syrie des gens qu'on a soutenus en Libye? Ce serait quand même un peu à nuancer. Ça ne sont pas les mêmes. C'est des islamistes, quand même. Non, ce pas des islamistes tous. Ceux que l'armée française a fait reculer et qui descendaient vers Bamako et qui allaient prendre le pays étaient des extrémistes. Oui. Ils n'étaient pas tous des islamistes, d'ailleurs. Il y avait des Touaregs qui prenaient cette occasion, comme on n'en avait pas fourni beaucoup, pour affirmer leur existence. Ces djihadistes qu'on combat au Mali, c'est bien les mêmes qu'on soutient en Syrie et qu'on a soutenus en Libye contre Kadhafi, quand même. Non, d'abord, on ne les soutient pas
en Syrie, en tout cas pas assez, à mon Ouais, avis. ouais. Le gouvernement que l'on soutient, il est très composite. Il y a en effet une partie d'islamistes qui même sont liés à Al-Qaïda, mais ce n'est pas du tout la majorité. On se bat contre l'extrémisme et le terrorisme. Ça, c'est ce qu'on a fait, légitimement, et la politique extérieure n'a pas changé. La France ne change pas de politique extérieure avec les gouvernements. C'est un petit peu quand ça nous arrange aussi, quand même. Comment ça nous arrange? Enfin, Kadhafi, on lui a quand même serré la main à l'Élysée, voilà. Pas moi. Pas vous, mais vous faisiez partie du gouvernement, Bernard, quand même. Oui, mais j'ai Donc, dit que voilà, je refusais de recevoir Kadhafi. C'est quand Ça ça fait nous une arrange. petite Donc on différence. arrête de penser qu'on est les grands sauveurs du monde, on est les grands sauveurs de notre pognon, surtout, quand même, essentiellement. Donc c'est un peu facile. C'est un peu facile de dire ça, je suis d'accord. Non seulement mais quand c'est même, facile, mais c'est stupide. C'est pas vrai. On n'avait strictement rien à chercher en matière d'argent au Mali. Strictement Il y a quand même rien. des Non, mais minerais, il y a quand même des attends, minerais attends, d'uranium attends, au attends. Niger, Bernard. Attendez, non, mais parfois, attendez. je dis pas que parfois on n'y va pas pour des bonnes raisons, mais c'est un peu quand ça nous arrange. Oui, c'est quand quand même. ça vous arrange, vous, de critiquer un truc par rapport au nôtre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il fallait qu'on fasse la guerre en Syrie? Oui ou non? Bah, franchement, C'était un peu difficile, non? Il y avait l'Iran, il y avait le Hezbollah, il y avait Israël, il y avait l'Égypte, etc. Ça faisait une guerre quasiment mondiale. Je pense que c'était impossible. Moi, je parle, c'est juste ma petite voix à moi qui me dit ça. Eh ben, ma Après, petite voix à moi vous dit vous avez tort, Eh c'est ben, un raisonnement j'ai- eh ben, stupide. j'ai tort. Dictateur. Eh ben, j'ai On tort. continue. Voilà, j'ai tort. Quel intérêt y a-t-il à destituer des dictatures laïques pour les remplacer par des dictatures théocratiques? Pour le moment, il n'y a pas de dictature théocratique avérée qui ait remplacé un tyran. Il y a des tendances Ben, qui sont... On a remplacé Moubarak, tout le monde était très content de remplacer Moubarak, par un mec qui s'appelle Morsi. Non. En Libye, on a viré Kadhafi pour le remplacer par des gens qui veulent instaurer la mais charia. d'abord, c'est pas nous qui remplaçons. Qui a fait cette révolution? Le peuple égyptien. Lorsqu'un peuple se bat contre une dictature, que ça tourne ensuite plus ou moins à la religion, c'est son affaire. Fallait-il s'opposer au mouvement populaire en Égypte qui était en train de destituer Moubarak? Fallait-il s'y opposer? On ne pouvait Non. pas. Alors, Bon, Bernard, alors- vous savez bien, parce que vous êtes au courant, que les Russes nous prennent pour des cinglés de faire des trucs comme ça. Les Russes, ils comprennent pas pourquoi Oui, mais les Russes- on se comporte comme Les ça. Russes, ils assassinent les Tchétchènes pendant ce temps-là, et nous, au moins, on proteste. On n'a Ouais. pas fait la guerre non plus. Je reconnais. On Alors- ne peut pas faire la guerre tout le temps. Et ce que font les Russes, ça ne m'apparaît pas vraiment une leçon de démocratie. Hein. Bah, en tous les cas, ils sont peut-être plus cohérents, parce que... Non, parce qu'ils soutiennent un type qui était Bachar el-Assad. J'ai pour lui aucune admiration. Mais personne, mais sauf que si demain Bachar el-Assad est remplacé par un ayatollah style Khomeini, ça sera Mais pas c'est mieux. pas ce qui va se C'est passer. ce que L'intérêt, je vous c'est explique. de soutenir un gouvernement qui est composite. Il n'y a pas que des extrémistes, il y a au contraire Ouais. un certain nombre de démocrates, et que celui-là prenne le pouvoir, et après, ça évoluera Ouais. très longtemps. Avoir quelque chose qui ressemble à une démocratie, c'est mieux que de supporter un dictateur. D'accord. La France va-t-elle intervenir chaque fois qu'un pays tentera d'instaurer la charia? Chaque fois que la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, demandera une intervention, et d'ailleurs la France l'a toujours fait, elle prêtera son concours. D'accord. Est-ce qu'on a les moyens de... Oui, on a les moyens. On Ça a les coûte pas moyens très de cher, faire oui. cet effort de guerre à chaque fois. Oui, parce que l'armée, il faut l'entretenir de toute façon. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire cette opération-là au Mali. Ça a coûté 75 millions d'euros, c'est-à-dire le prix que ça aurait coûté si c'était entraîné en France. Ils sont allés s'entraîner au Mali. Un peu plus cher. Enfin, bon. Sur cible réelle. Sur Sibérie. Non, il n'y a pas eu de cible. Enfin, en tout Enfin, cas, il y a par pas de terre. cible. Les mecs sont partis en courant. Bon, alors, en parlant de Hollande, vous qui avez passé votre vie à combattre les dictatures et les dictateurs, vous pensez quoi de Valérie Trierweiler? Je vais y aller, je suis garé en double fil. Non, reste là. À cette question perfide, je ne répondrai pas. C'est un Joker. Alexandrin. À cette question perfide, Meilleure question de la soirée. Bien. Alors, pour vous justifier d'avoir accepté d'être ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, vous dites c'est par souci d'union nationale, mais vous affirmez n'avoir jamais voté à droite. c'est vrai. Mais pour les européennes, quand vous avez soutenu Barnier? Je n'ai pas soutenu Barnier pour les Européens. Si, Bernard, j'ai retrouvé un communiqué datant du 11 mai 2009 où vous soutenez la liste Barnier. J'ai dit ça moi? Ouais. Et c'est pas grave. Je veux dire, Mais non, mais c'est pas grave, mais je crois que- Barnier est un type tout à fait fréquentable, qu'on aime beaucoup ici. Vous m'avez demandé si j'ai voté pour la liste Barnier. Ah, vous n'avez pas voté, vous l'avez Ah, soutenu. je crois pas. D'accord. Ok. C'est un soutien sans vote. C'est un soutien blanc. Bah oui, c'est dur, hein, c'est dur. C'est compliqué. C'était très dur, la cohabitation, très dur. Pendant ces 3 ans, vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, vous avez perdu des amis, Je les récupère. vous en avez gagné d'autres. Pas beaucoup. Ils sont sympas, les hortefeux. Enfin, ils m'ont jamais fait de mal, ils sont assez sympathiques, oui. Alors, c'est Ali Omari qui vous a succédé. Et le jour de la passation de pouvoir, c'est vrai qu'elle vous a demandé si les méchants, c'était les juifs ou les arabes, c'est vrai? J'ai beaucoup de respect pour cette dame, je ne crois Ah pas bon qu'elle ait fait ça. Vous avez encore du respect pour cette dame après ce qu'elle a fait.
Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, avec Ben Ali, c'était pas brillant quand même. Non, c'est pas brillant. D'accord, on est d'accord. Enfin bon, peu importe Bernard, vous resterez comme le fondateur de Médecins sans frontières, de Médecins du monde. Voilà. Au fait, est-ce que vous pourriez créer Médecins sans dépassement d'honoraires? J'aimerais bien. Ouais. Et Médecins sans attente? Et de ça, sans attendre, c'est impossible. Non, mais vous resterez aussi le French Doctor, mythique, avec le sac de riz sur l'épaule en Somalie. C'est dur, ça, quand même. Quoi? Ouais, forcément, à un moment, s'il aide... Enfin, je vais laisser Bernard parler. Mais non, pour une fois qu'il dit Non, des choses mais gentilles. forcément, il y a un moment, et bah, s'il aide, il aide concrètement, Bah ouais, avec ouais, ses ouais. mains. Et à ce moment-là, il y a une caméra. Non, mais moi, je suis d'accord. Bah, moi, je simplement. préfère le voir avec un sac de riz que le voir à un poste ministériel. Voilà. Tu veux que je te dise? Moi aussi. Est-ce que si ça avait été des coquillettes, ça aurait eu le même retentissement, Bernard? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Rien. Alors vous on pouvait resterez le aussi faire comme pire le pacificateur du Kosovo, le défenseur du Darfour, même si George Clooney vous a un peu piqué votre business. Non, nous l'avons fait ensemble. C'est vrai que comme riposte, vous allez vous lancer dans les machines à café aussi? Non. C'était la paire de SLT. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Kouchner, de Géraldine Maillet et de Michael Youn. Alors Géraldine Maillet, rebonsoir. Bonsoir. Alors comme je le disais en commençant cette émission, à la sortie de l'un de vos premiers livres, 3 jours pour rien, je vous avais invité sur le plateau de Tout le monde en parle, mais faute d'avoir eu le temps de bien préparer votre interview, je vous avais annulé au dernier moment. Voilà. Alors vous auriez préféré que je vous reçoive sans avoir rien préparé, non? Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ah d'accord. Parce que même quand vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas mauvais. Il y en a d'autres qui vous ont décommandé Non, vous avez été le seul. Ah, c'est bien. Donc je suis le seul mec à vous avoir dit non, pas ce soir. Absolument. Ah oui, c'est bien. Et c'est pour ça. Je suis assez flatté. Mais c'est ça d'ailleurs qui m'a excité. Bien entendu. Alors, dans le livre suivant, vous racontez comment vous aviez passé la journée à vous coiffer, à vous maquiller, à vous faire les ongles, à choisir vos vêtements, jusqu'à ce fameux coup de fil d'annulation. Et vous écriviez en parlant de moi que j'étais, mais je vous en veux pas, un gros con, qui avait du mal à rebondir, que je respectais pas mes invités, que ma carrière était finie. Alors, on se demandait, quand on lisait le bouquin, pourquoi vous aviez tellement voulu venir, finalement. Non, mais vous avez bien compris que c'était un personnage de fiction, puisque Oui. à l'époque, j'avais donc, je m'étais inspirée de vous comme, voilà, vous étiez dans L'archétype de dans l'animateur télé, l'archétype, connard. voilà, et D'accord. qui vous rentriez dans mon petit écran tous les jours, et je vous D'accord. regardais, vous exerciez sur moi une sorte de fascination, et en même temps, je vous détestais. Ah, j'adore. Là, alors, Vous étiez mon méchant, mon Derrick. oh là là, Et, là, là, en plus et- habillé en noir. Voilà, comme donc tout tu ça. vois. Et puis, Bon, et enfin, voilà. Bon, je vous ai pas annulé ce soir, j'espère que j'ai bien fait. j'espère. Je vous dirai ça tout à l'heure. Alors Géraldine, vous êtes ici ce soir pour un nouveau livre intitulé « J'ai vécu de vous attendre », publié chez Grasset. Alors je vous le dis tout de suite, hein, très très déçu, il n'y a pas un mot sur moi. donc. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, Il vous a pas évoqué quelque chose, Ah, ce quinca c'est toujours moi, un peu alors. complexé, qui vient un peu à côté de sa colonne vertébrale, qui a une libido aux abonnés absents et en même temps qui a beaucoup de libido aux succès. abonnés absents, c'était pas moi. Alors le pitch, je fais le pitch. S'il vous plaît, j'en rêve. Alors c'est l'histoire d'un Anglais qui doit aller fêter son 50e anniversaire à Londres et qui se retrouve bloqué à Paris lors de l'éruption du fameux volcan qui s'appelle... Et j'avjole. Eh bravo. Et là, pendant ce huis clos de 3 jours, le type va repasser le film de sa vie. Donc c'est une éruption volcanique dans sa tête aussi. Absolument, ouais. Il décide de s'enfermer à double tour dans sa chambre d'hôtel, de refaire le match de sa vie, d'en découdre avec lui-même. Et il a un deuxième événement extraordinaire dans sa vie, hors ce volcan, c'est qu'il va fêter ses 50 ans. Et donc Ouais. il va fêter ses 50 ans tout seul, une sorte d'arrêt au stand comme ça, où on fait une sorte de point, de retour sur sa vie. Ouais. Et finalement on regarde le passé comme un champ de mine, comme un champ de désolation, avec des espoirs déçus, des déceptions, des gens qui vous ont Arrêtez, quitté. arrêtez, c'est moi, mais c'est encore Mais moi. non. Mais c'est toujours parce moi. qu'il est très. Oui, cela dit, oui, c'est vous parce qu'il est très joyeux, ce George Swinton. Ah, d'accord. Alors c'est bien écrit, hein, j'ai trouvé des phrases formidables. Par exemple, je trouve étrange d'avoir réussi mes enfants après m'être autant raté moi-même. C'est pas mal, hein? Les femmes, j'ai tellement eu peur de les perdre que je les ai quittées avant. Je veux être un nomade et accepter ma solitude comme une distinction. Bravo, Géraldine. Merci Thierry. Alors, il y en a une autre, évidemment, qui est un peu moins bien écrite, mais qui est plus intéressante.
Je sens mon sexe durcir, page 30. Moi, personnellement, je la trouve très très bien écrite. Qu'est-ce que ça fait quand on est une fille et qu'on écrit « Je sens mon sexe durcir » Mais quand on est un écrivain, c'est le monde des possibles. Donc George Clinton, c'est moi. Je suis avec sa bedaine, avec sa myopie, il est astigmate, avec sa calvitie et ses implants. Et j'ai adoré me demander ce que pouvait être la sexualité d'un homme. Et je trouvais ça formidable d'être burné, en fait. Ouais. Ah, sévèrement burné. Sévèrement burné. Ouais. Alors, vous avez commencé à écrire à l'âge de 12 ans, quand votre mère est devenue sourde, parce que c'était votre seul moyen de communiquer avec elle, en fait. Alors, c'est une époque effroyable pour vous, parce que d'abord, votre père avait disparu, votre mère était atteinte d'une maladie dégénérative, vous viviez dans une chambre de bonne, et à l'âge de 12 ans, vous mesuriez 1m82, tout ça avec un effroyable accent du Sud. Voilà. Horrible Je époque. viens de très loin. Horrible époque. Oui, c'est vrai, c'était horrible. Enfin, évidemment, le pire a été forcément la maladie de ma mère. Ouais. Donc, on communiquait au départ par des petits mots. On a fait pas mal de lectures labiales ensemble. Mais comme elle avait entendu, elle pouvait parler. Donc, on n'était pas dans le langage des signes. Donc, elle ne signait pas. Et là, miracle, quelqu'un vous dit qu'avec le look que vous avez, vous devriez faire des photos. Et vous commencez par 12 pages dans Vogue, ce qui n'est pas rien. Alors, vous avez travaillé avec Nina Ricci, avec Issey Miyake, avec Alexander McQueen. Vous travaillez pour les plus grands avant de vous mettre à la littérature. Alors, c'est quand même rare, un mannequin qui écrit des livres. Qui en lit, même. C'était la vanne, bravo. Donc, vous confirmez que ce qui est important, c'est la beauté intérieure. Moi, je confirme rien. Je suis ma route, je trace. Je sais que ça a été compliqué au départ parce que j'ai été étiquetée mannequin, donc j'avais aucune espèce de légitimité à écrire des romans. Et puis finalement, petit à petit, j'en suis à mon 10e aujourd'hui. Oui. Et voilà, c'est vraiment ma passion et c'est vraiment ce qui me galvanise et ce qui me nourrit. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous êtes cinéaste. On peut dire ça. Vous avez sorti After. Un premier avec, long métrage. Raphaël Personnaz et Julie Julie Gaillet. Gaillet. Donc tout va bien pour vous. Ça va correctement. Je suis très contente d'être là en tout cas. Et ben voilà, ce qui est dit est dit. Michael, rebonsoir. Comme je le disais en commençant l'émission, tout le monde dit du bien de votre film Vive la France, Le Parisien, même Le Figaro. On a parlé d'un numéro spécial des Cahiers du cinéma. Mais... si ça se trouve, vous avez fait un bon film. C'est possible. Est-ce que vous avez été surpris par la violence des bonnes critiques? On a du mal à s'y faire. Ouais. Parce qu'on s'habitue tellement vite aux mauvaises critiques Oui, c'est ça. que d'un coup, quand on commence à dire du bien de votre travail, vous vous demandez si c'est bien honnête. Alors je fais le pitch. J'en rêve. Pour faire connaître son pays, le Taboulistan, le fils du président, joué par l'excellent Harry Habitant, décide de se lancer dans le terrorisme publicitaire et il confie à deux bergers, c'est-à-dire vous et José Garcia, la mission de détruire la Tour Eiffel. Malheureusement, ou heureusement, l'avion doit se poser en Corse, à Figari, et tous les deux remontent la France à travers les petites routes et ils découvrent la beauté de la France. C'est pour ça que ça s'appelle Vive la France. Mais avant de découvrir la beauté de la France, ils vont découvrir aussi la complexité des Français. Ah oui, ouais, C'est un peu l'arroseur arrosé. oui, oui, Hein, oui. tu viens pour terroriser un pays, tu te retrouves terrorisé par le pays. Exactement. Alors, c'est inspiré d'un fait divers réel. Hein. C'est Oui, deux qui s'est- connards de terroristes. Qui étaient censés aller faire un attentat à Milan et pour des raisons techniques, leur avion a dû se poser à Naples et deux mecs sont morts au bout d'une semaine. Ah ouais, d'accord. Il y en a un qui s'est fait tuer par la Camorra, qui avait plus ou moins appris qu'il y avait des terroristes dans le coin, et l'autre, pire, on l'a retrouvé dans un terrain vague, poignardé par des gosses de 12-13 ans qui voulaient lui voler ses affaires. Oh là là. Ça donne envie d'aller à Voilà, Naples. comme quoi on est tous le terroriste de quelqu'un, Ben voilà. comme disait Anwar el-Sadat. En tous les cas, les vôtres arrivent à Paris. Alors, c'est une déclaration d'amour à la France. Vous dites « La France qui a accueilli mon père, juif d'Afrique du Nord, et ma mère, catholique italienne ». Votre père, juif, a été protégé pendant la guerre par une famille catholique française. Et quand vous vous êtes fait réformer pour le service militaire, il vous a insulté, quoi. Il comprenait pas. Il m'a fait la gueule pendant quasiment un an, il comprenait pas. Il m'a dit, moi, tout ce que la France m'a donné, toi, c'est comme ça que tu la remercies. Ah ouais. Et j'ai pas compris tout de suite. Ouais, et maintenant, ça y est. bah voilà, il m'a Et fallu une dizaine d'années pour comprendre. Ça s'appelle la maturité. En tout cas, ça faisait longtemps qu'un acteur n'avait pas dit « Vive la France ». C'est quoi votre taux d'imposition exact? Le juste prix. Le juste, Le juste d'accord. prix. Eh bien, on va regarder à quoi ça ressemble. Pour faire connaître notre pauvre petit pays, le Taboulistan, nous avons été désignés volontaires pour faire attentat sur Tour Eiffel. Suite à une grève surprise, nous allons donc devoir nous détourner sur l'aéroport de Figari, en Corse. Mais c'est immonde de nous faire ça! À peine on arrive en France et les emmerdes commencent! Engueule! Pas très gentil, les Français. Bienvenue en Corse. Nous aussi terroristes! Nous
aussi détestez les Français. Vous faites péter tous les fils et que s'en saute. Mais ici, c'est pas la France, c'est Marseille. Qu'est-ce que tu fais, jeune? Tu t'aimes pas la vie ou quoi? Votre ablation du rein s'est super bien passée. Elle est saine. Ah putain! Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur, là? J'étais en RTT. Oui, j'étais en RTT. Je m'appelle Marianne Bouvier. Mais c'est pas ça la France. C'est un pays de droit humain. Vous allez voir. Pour les erreurs médicales, il faut porter plainte auprès du procureur de la République en y joignant la victime qui doit être demandée. Vous devrez ensuite vous déposer les 1000 euros. La procédure devrait prendre entre 4 et 5 ans. Ici, c'est pas la France. T'es dans le sud-ouest. Mais pourquoi encore vous pariez? Vous pensez vous soirez dansante? Tac, 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 tac. Il me reste une dernière spécialité française à vous faire découvrir. Ça s'appelle le ménage à trois. J'ai pas très envie de faire le ménage, moi. Oui, mais à 3, ça va aller plus vite. Voilà, Vive la France de Michael Youn, avec José Garcia, Michael Youn, Isabelle Funaro, Harry Habitant, Jérôme Commandeur. C'est mercredi dans les salles. Alors Isabelle Funaro, c'est votre partenaire à l'écran et dans la vie. Je vais y aller, je suis garant en double fil. Ah non, mais sérieux, c'est vrai que vous lui avez offert le rôle un soir de la Saint-Valentin, vous aviez oublié un cadeau, non? Non. La dernière Saint-Valentin, on est allé voir Les Infidèles ensemble. Ah bah très bien. Ah bah c'est bien comme idée. Voilà. Elle est bonne comme comédienne, non? Bah, je la filme avec beaucoup d'amour. C'est vrai. Et vous avez remarqué qu'elle était bonne comédienne en voyant comment elle simulait pendant l'amour, non? Elle m'a dit effectivement qu'elle simulait très très bien. Et, Ouais. elle s'est souvenue justement d'une soirée qu'elle avait passée avec toi. C'est ça. Et ce qu'elle avait le plus de mal à simuler, en fait, c'était... Elle n'arrivait pas à respirer quand tu étais sur elle. Ah, mais c'est Voilà. normal. Donc vous êtes avec Isabelle depuis 5 ans. 5 ans sans vous faire choper par des paparazzis à la sortie d'une boîte de nuit, c'est bien. Non, donc C'est vachement bien. J'ai pris le taureau par les cornes, je ne vais plus en boîte de nuit. Ah ben voilà. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, pas de c'est réglé. tentation, Ah ouais. ça, pas de problème. Ouais, bien Voilà. sûr. Alors 5 ans, 2 films avec elle, un enfant, Seven. Oui. Elle vous en veut pour le prénom, la gosse? Non, on l'a appelée Seven parce qu'il y a 7 lettres dans Je t'aime. Et je t'emmerde. Que c'est beau. Dites-moi, elle va bien, la petite, là? Ah, merveilleusement. C'est vrai qu'elle court dans toute la maison à poil en hurlant, non? Vive la France. Bah, tu sais, à 18 mois, Ouais. les vêtements à poil, À ça 18 pose mois, pas de c'est problème. normal, voilà. Moi, je suis resté à 18 mois C'est à très, très votre âge longtemps. que c'est pas Voilà. normal, oui. Mais je le fais plus, regarde. Ouais. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Marc Fiorentino, vous allez moins rigoler, chroniqueur à la nouvelle édition sur Canal et sur BFM Business, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le Conseil d'orientation des retraites sonne l'alarme. En 2017, le déficit de notre système de retraite dépassera les 20 milliards. Il est donc urgent de renflouer le navire. Sinon, c'est le naufrage assuré. Cela dit, pas de quoi s'affoler non plus. On a l'habitude. Ça fait 20 ans que notre système de retraite est en train de couler. Et 20 ans qu'on essaye de le renflouer. En 93, Balladur a augmenté le montant des cotisations. En 2003, Raffarin a augmenté le nombre d'annuités. En 2010, c'est Fillon qui a augmenté l'âge de départ à la retraite, mais rien à faire, le navire continue de prendre l'eau. Jusqu'à présent, ce sont toujours les actifs qui ont dû faire un effort pour renflouer les caisses. Pourtant, si on veut réduire le déficit des retraites, il y a une autre solution. Il suffit de baisser les pensions. Au lieu de demander un nouvel effort aux salariés qui travaillent dans la soute, mettons à contribution les retraités qui se la coulent douce sur le pont. Selon la Cour des comptes, le niveau de vie moyen des retraités est de 15% supérieur à celui des salariés. Faut dire que les retraités sont des citoyens de première classe qui ont droit à de nombreux privilèges. La Cour des comptes a fait le calcul, les retraités bénéficient chaque année de 12 milliards de cadeaux fiscaux. Largement de quoi renflouer notre système de retraite, puisque son déficit n'était que de 6 milliards en 2012. Après tout, Hollande a toujours dit que les jeunes seraient la priorité de son quinquennat. J'ai pas de bisous, moi, je suis le président des bisous. Alors, pourquoi ne pas remplacer le vieux concept de lutte des classes par celui de lutte des générations ? La génération des baby-boomers a creusé des déficits énormes pour se payer la belle vie pendant 30 ans. Il serait peut-être temps de leur présenter la note. Les retraités en ont largement profité, maintenant, va peut-être falloir payer. Voilà, c'était l'édito de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe. Marc Fiorentino, bonsoir.
Vous êtes banquier d'affaires, chroniqueur à la nouvelle édition sur Canal et sur BFM Business. Vous venez de publier « Sauvez votre retraite » chez Robert Laffont et le livret numéro 1 des ventes. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, le pape prend sa retraite pour être sûr de pouvoir toucher quelque chose pendant qu'il a encore temps. Mais les Français ont-ils encore les moyens de vieillir? On n'en sait rien. Au moment de sa réforme, Fillon assurait que les comptes des retraites seraient à l'équilibre en 2018, mais le Conseil d'orientation des retraites annonce plus de 20 milliards de déficit en 2017. Avec des hypothèses de croissance et de chômage qui sont optimistes. Les actifs étant déjà lourdement ponctionnés, reste à faire payer les retraités, et s'ils refusent, on leur coupe France 3. Non, pas d'Éric. Si. Laissez-nous d'Éric. Si, on leur coupe France 3. Alors, on fait payer les vieux? En tout cas, aujourd'hui, on est dans une problématique qui est extrêmement simple. On vit 15 ans de plus qu'à 60 ans. Ouais. Donc ça, c'est une nouvelle formidable. Le problème, c'est qu'on part à la retraite exactement au même âge. Donc là, il y a un petit problème. Ouais. Et avant, il y avait 4 actifs pour un inactif. Aujourd'hui, il y a 1,8 actifs pour un inactif. On a un système de retraite par répartition qui est bon. L'autre système, c'est le système par capitalisation. C'est le système américain, il est très mauvais. Bah, ils sont tous ruinés, les pauvres vieux. Ouais. Voilà, c'est les gens de General Motors, on donne toujours cet exemple. Ils ont été ruinés, ils reviennent au boulot à 70 ans et ils sont obligés de rebosser. Donc on a un bon système, c'est le système de répartition. Le seul problème, c'est qu'il prend l'eau de tous les côtés parce qu'on ne sait pas adapter. Ouais. Et donc aujourd'hui, il faut dire la vérité, alors on va mettre un peu d'ambiance, il va falloir cotiser plus longtemps, beaucoup plus longtemps que 41 ans et demi, ça c'est déjà une première nouvelle. Donc c'est 43 ans déjà, minimum, première chose. Deuxièmement, la deuxième bonne nouvelle, on va toucher des pensions qui vont être de moins en moins fortes, c'est-à-dire que très clairement, après les riches, après les patrons, maintenant c'est les retraités qui sont en ligne de mire. Donc ceux-là, ils vont se faire bien ouvrir, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième nouvelle, c'est que là c'est plutôt bon, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'il faut monter son propre système de complément pour ceux qui le peuvent, parce que bien évidemment, il y a 15 à 20% de la population qui ne peut pas le faire. Il faut monter un système par l'épargne, et donc ça, c'est le système de capitalisation, mais en complément du système par répartition. Voilà, mettez un peu d'argent de côté, 10% de votre salaire tous les mois, si vous pouvez, de façon à ne pas crever de faim quand vous serez vieux. On a l'épargne la plus élevée au monde. Les Français ont un taux d'épargne de 16%, les Allemands 10%, les Japonais 8%. On a 11 000 milliards. 11 000 milliards. 11 000 milliards dans des bas de laine en France, alors que la dette la dette est de 1 700 milliards. Il y a 6 000 milliards d'actifs immobiliers. Donc ça, c'est les appartements en résidence principale et autres. Mais il y a 5 000 milliards d'euros qui sont dans le livret A, les contrats d'assurance vie et autres. Ça veut dire que les Français, aujourd'hui, ont mis de l'argent de côté parce qu'ils savent très bien que les politiques ne savent pas gérer leur argent. Alors, ce qu'il faut dire, Bernard, je vous le dis, parce que les retraités, c'est quand même un truc qui nous concerne tous les deux. Hein. Alors, ils ont un niveau de vie supérieur... Non, il parlait de vous deux. Les retraités, ils ont un niveau de vie supérieur de 15% aux salariés. Pas tous, hein. En moyenne. Ah, on parle en moyenne, même. Ouais. On leur fait chaque année 12 milliards de cadeaux fiscaux. Hein. Alors, ils ont un abattement de 10% sur les frais professionnels, une CSG à taux réduit. On ne réglera pas le problème en s'attaquant aux retraités. C'est complètement faux, cette histoire-là. C'est simplement le gouvernement se défausse d'une vraie réforme qui devrait faire du système. Non, il faut quand même s'attaquer aux retraités. Il faut s'attaquer à tout le monde. C'est-à-dire, non, mais attendez. Non, je ne suis pas d'accord. Attendez, vous avez vu ce que je viens de dire quand même. Moi, je vais vous dire quelque chose. On pourrait économiser 12 milliards par an rien que sur les retraités. Je vais vous dire une chose. Ils ont trimé toute leur vie. Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils tant pis. Non, mais il a raison, il faut changer le système complètement. L'idée, c'est que nous vivons plus vieux. Est-ce que c'est bien? Oui. Oui, bon, bah alors, nous vivons plus vieux, ça veut dire que donc on doit payer un peu plus, car la retraite sera plus longue. Oui. Pour payer un peu plus. Et travailler plus longtemps. Et puis, à part ça, comme ça ne suffira pas, il faut, système de capitalisation ou non, prévoir soi-même de compléter sa retraite. C'est évident. Moi, je voudrais défendre les retraités. Mais ça veut dire, attendez, la retraite à points, je voudrais en dire un tout petit mot. La retraite à points qui, dans les pays du Nord, a marché très bien. On a mis 8 ans, 10 ans à la faire. La retraite à points, c'est qu'on cotise aussi soi-même quand on gagne plus d'argent, quand on a changé de métier, quand on a changé de lieu, etc. Et finalement, on accumule beaucoup plus facilement que cette retraite uniforme et qui finalement ne suffit plus.
faut donner quand même un chiffre. Hein. Le revenu moyen d'un retraité, parce qu'il ne faut pas donner une fausse image, c'est 1 200 euros. Oui. Pour une femme, c'est 800 euros je sais, par parce que mois. ma mère, Et pour un homme, c'est 1 400 euros. Donc c'est on ça, n'est quand oui. même pas dans des montants qui Non, sont... tu sais, c'est pas beaucoup. Hein. Les donc je retraités crois qui pas que gagnent ce beaucoup soit- d'argent et plus que Bon. ceux qui travaillent, il n'y en a pas Ce qui est beaucoup. intéressant, c'est l'aspect guerre des générations, parce qu'on sent qu'il y a une vraie fracture. C'est-à-dire évidemment, qu'aujourd'hui, quelqu'un de 30 ans qui cotise, qui sait qu'il cotise pour rien, Il et n'aura qui pas cotise Il pour aura des rien. seniors dont il a l'impression qu'ils sont privilégiés, ce qui n'est pas le cas, mais ils sont privilégiés par Ce qui rapport peut à être lui. le cas quand même. Ce Hein. qui peut être le cas en termes de patrimoine, mais pas en termes de revenus. Il faut dire que T'en fais pas pour, 70% du patrimoine des Français est entre les mains des plus de 65 ans. Ouais. Et là, on peut avoir une vraie guerre des générations. Bernard, vous avez combien, vous, à la retraite, là? Moi, j'ai très peu de retraite parce qu'il n'y a pas de retraite de ministre. Ah oui, c'est vrai. Ah, quand même, hein. Ah, mais c'est vrai. Non, il n'y a pas de Ministre, il y a retraite. pas Non, un salaire à non, il n'y a vie pas de retraite de Non. ministre. Non seulement il n'y a pas un salaire vie, il n'y a pas de retraite. Je vais cotiser. Allez, merci. Vous vouliez penser à Bernard Kouchner. Vous allez avoir quelque chose. Eh, papa malade, maman gens malade, donnent, toi en donner fait. argent. Bernard, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé, hein, mais bon. Non, mais ça, vous avez fait quelques conneries aussi. Hein. Ah non, 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 non. Merci. Puis alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que moi je fais partie de la génération, de la première Qui n'aura génération, Qui n'aura rien. non, qui va mourir plus jeune que vos parents. Qu'est-ce qui à cause de t'arrive la malbouffe. On Ah va- oui, ah oui, ah oui, il y a c'est des- ça, des c'est le études cheval. Le cheval. Heureusement, il y a Findus. Ah bah justement. Justement, on en parlait. Heureusement, il n'y a pas de... Merci pour la transition, Michael. On continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. L'an dernier, Findus s'est payé une grande campagne de pub pour vanter ses lasagnes au bœuf. À table, les enfants. Ça a l'air super bon. C'est maman qui a tout fait, avec Findus. Alors évidemment, si cette gentille petite famille savait qu'ils sont en train de manger un vieux cheval roumain, ça les ferait moins rire. Mais comment un cheval roumain a-t-il pu atterrir dans leur assiette? Bah en fait, c'est la faute au grand capital. En effet, Findus a changé 3 fois de propriétaire ces 10 dernières années. La marque appartenait à un fonds d'investissement suédois, qui l'a revendu à un fonds de pension britannique, qui l'a lui-même revendu à un autre fonds d'investissement basé à Londres. Le but de chaque investisseur étant bien sûr de revendre la marque plus cher qu'il ne l'a achetée. Pour cela, il doit donc réduire les coûts. Findus sous-traite donc la fabrication de ses lasagnes à Comigel, une entreprise française. Ça revient moins cher, car Comigel dispose d'une grosse usine au Luxembourg qui travaille pour Findus, mais aussi pour des marques de la grande distribution. Pour acheter sa viande le moins cher possible, Comigel s'est adressé à un grossiste du sud de la France qui, de son côté, a fait appel à des traders spécialisés dans la viande. Et oui, les traders sont partout, même dans les lasagnes. Spanghero, grossiste en viande à Castelnaudary, a donc passé un petit coup de fil à un trader chypriote qui lui-même s'est mis en relation avec un trader néerlandais qui, coup de bol, avait un contact dans un abattoir roumain disposant d'un gros stock de viande congelée vraiment pas cher. Le seul problème, c'est que ce n'était pas du bœuf, mais du cheval. Mais bon, est-ce que ça change vraiment le goût des lasagnes industrielles? Et puis même si c'était du bœuf, maintenant qu'on connaît le circuit de fabrication des plats industriels, qui a encore envie d'en manger? Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Alors, vos enfants ne veulent pas manger de la viande de cheval. Heureusement, il y a Findus. Oui. Eh oui. Alors, Marc, Findus a été racheté tous les 3 ans par des fonds d'investissement. Évidemment, ils font des économies sur la viande. Tout ça, c'est la faute du grand capital, finalement. Oui, à chaque fois, ça m'amuse parce qu'à chaque fois, on revient à la même cause, au même effet. Bah oui. Qu'ils aient appartenu à des fonds ou que ça ait appartenu à des industriels, on a là une malversation. Enfin, comme on pourra un en avoir. industriel qui met son nom sur la porte, il a plus de chances de faire attention à ce qu'il y a dans la barquette. Non, alors qu'un parce qu'on- fonds anglais, Mais il là, s'en on fout. voit- Ce qu'il veut, c'est des résultats à la fin de l'année, le fonds anglais. Non, mais attendez, on voit quand même que la responsabilité, c'est pas Findus. Hein. Tant que c'est du cheval, mais Ouais. quand on va commencer à découvrir qu'il y a C'est du du porc, porc. il y a une ou deux communautés qui... Ça va être une autre chanson, là. Non, mais cela dit, il y a aucun... C'est marqué sur le livre qu'on n'a pas le droit d'en manger. Eh oui. Alors que nous, le cheval, on s'en fout. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que même les lasagnes allégées engraissent les intermédiaires. Ça, c'est sûr. Hein, je veux dire, c'est incroyable ce qu'on découvre. Non, là. ce qui est quand même étonnant au-delà du grand capital, c'est plutôt quand on voit les cartes
C'est le circuit. C'est-à-dire qu'on vit à l'heure de la globalisation avec tous les excès que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'en matière de santé, en matière alimentaire, autant en matière de production automobile et autres, à la limite qu'il y ait des pièces qui soient fabriquées un peu partout pour un avion, pour une voiture, c'est bon, ça pose pas de problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas interdire la spéculation sur la nourriture? Non. Bah non. Non. On interdit les paysans aussi? Non. Voyons. Non, on peut pas. Non. Il faut... On découvre le circuit, la globalisation. Oui, criante, Stéphane Le Foll a dit que qu'il ça- salue les ministres de l'Agriculture. Il a dit Et ah, donc, mais je savais pas. ça prouve qu'il faut que la traçabilité, Ministre, hein. il faut On peut que pas la savoir. surveillance sanitaire soit plus grande. Ouais. Là, elle n'existait pratiquement pas. Ouais. Alors justement, les services des fraudes, alors, parce que vous savez que la RGPP de votre ex-ami Nicolas Sarkozy, ils ont supprimé des fonctionnaires du service des fraudes. Et alors ils disent, par exemple, il y avait 172 000 contrôles en 2008. En 2011, il y en a eu que 153 000. Voilà. Bah oui, est-ce que ça suffit pas? Et pas chez Findus. Voilà. Est-ce que ça suffit pas de les faire au bon endroit? Qu'est-ce que vous en dites de ça, vous? Parce que si on supprime des fonctionnaires, c'est quand même votre grande idée, Mais les c'est de Allemands- supprimer non, des non, non, fonctionnaires. non, pas du tout, Si on non. supprime des fonctionnaires qui contrôlent que c'est pas du cheval. Mais on n'a pas supprimé Ah ouais. que cela. On a Mais oui, peut-être Ah ben pas là, on en a cela. supprimé en tout cas. Ils ont supprimé 10%, je sais, j'ai les chiffres, ils ont supprimé 10% d'effectifs aux fraudes. Ma grande Non. idée, c'est vrai que c'est de réduire les dépenses publiques, mais c'est pas de réduire les dépenses publiques là où on a besoin de fonctionnaires. Voilà. Si la conséquence d'une réduction des dépenses publiques, c'est d'aller sur des postes qui sont des postes essentiels, c'est dramatique. Bernard, alors pour vous, cette histoire de viande, c'est voilà, un épiphénomène, un truc, voilà, ou c'est la preuve que la malbouffe existe? C'est pas la malbouffe qu'on a découvert, ça. C'est le circuit invraisemblable qui est destiné plus ou moins quand même à empêcher les contrôles. Ouais. Et ça veut dire une globalisation non maîtrisée. Très bien. Plus de contrôles, ça veut dire quand même plus de gens pour Ça les sera contrôler. le mot de la fin, Bernard. Oh, bah, écoutez, Ah ben, je suis si. vraiment très fier. Ah ben non, mais c'est Voilà. super. Non, mais c'est super. Marc, merci d'avoir été avec nous. Donc, sauvez votre retraite chez Robert Laffont. C'est déjà numéro 1 des ventes. Hein, et c'est vachement bien si vous voulez mourir le plus tard possible et en vivant le mieux possible. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Kouchner, de Géraldine Maillet, de Michael Youn. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Lola Devers. Lola Devers, bonsoir. Devers, Patrick Devers, un nom qui résonne comme un mythe au cœur de tous les cinéphiles. Patrick Devers, révélé en 1974 dans Les Valseuses de Bertrand Blier, suicidé 8 ans et 25 films plus tard, sans avoir jamais eu le moindre César. Lola, vous êtes la fille de Patrick Devers. Je crois bien. Vous êtes nommée au César et à 20h, vous nous raconterez votre vie. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Quoi de neuf? Bon, bah, c'était la Saint-Valentin jeudi. Ouais. Ma fête préférée. Hein. C'est cette fête où je pense à toutes ces femmes à qui j'ai posé un lapin, une veste et pour les plus chanceuses, une blénorragie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner. Just, want to give. Ah ouais. Right. Because it's all about giving something to people so they could turn off the television and say, wow, today Gaspard Proust changed my life. It's... That's the way it goes, baby. Qu'est-ce que je raconte, là? Non, est-ce que les gens y râlent en ce moment? Ah ouais, le gouvernement, c'est le sociétal qui masque le social. Au lieu de faire le mariage gay, on ferait mieux de résoudre le problème du chômage. Hey! Résoudre le chômage. Ça fait 30 ans qu'on essaye. Il y a un moment, il faut savoir perdre, quoi. Oui, Puis, il y a des trucs bien, le mariage gay, c'est tellement... Enfin, un gouvernement qui se soucie d'amour. D'amour, putain. Tu vois, quoi. L'amour, quoi. Enfin, le PS, il fournit l'amour, la crise, elle fournit l'eau fraîche, quand on n'est pas bien, là. Tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut parler d'autre chose que de fric et de déficit? On peut juste... puis refuser la PMA. Quelle connerie, il faut faire des gosses. Sinon, qui va payer les dettes de nos parents? Enfin, c'est les vases communicants. Enfin, Bon, pour d'autres, c'est une époque terrible. C'est vrai qu'on sent que les gens perdent leur repère parce que ce type qui s'est immolé devant Pôle emploi, moi, j'ai eu très peur. Je me dis, ah non. Puis après, je dis, c'est pas grave, le pape n'est pas bouddhiste. Donc, j'ai eu...
Non, mais franchement, le type, il se croit où? Au Tibet, à Belleville. Le type, il est en France, il veut faire le printemps arabe. À un moment, non, il faut choisir son camp. Alors, les gens sont choqués parce qu'il aurait prévenu les gars de Pôle emploi et ces derniers n'auraient rien fait pour empêcher le massacre. Ils allaient quand même pas intervenir à cause d'une torche humaine, quoi, je veux dire. Pour une fois qu'il y avait une lumière au Pôle emploi. Et les politiques dans tout ça, que font les politiques? Alors, Hollande remonte dans les sondages. Bon, ça, c'est grâce à la guerre et au mariage gay. Chacun son fonds de commerce. Hein. C'était à Sarko, l'identité nationale. Hollande, l'amour sous les douches. Bon. Alors, il se murmure que Sarko va revenir en 2017. Il est pas bien. Hein. Il est pas bien. Faire des conférences à 100 000 € et rêver de rouler en BX. Mais bon, ça doit être un truc d'égo. C'est par rapport à la France. C'est le pouvoir. C'est comme ça. Et puis, il voit Hollande. On regrette plus facilement son ex quand on la retrouve au bras d'un tocard. Quoi. You know what I mean. Non, au PC, ils ont supprimé la faucille et le marteau. C'est vrai que vu que le PC représente surtout des bataillons de chômeurs, ils auraient dû le remplacer par une télécommande et un paquet de chips. Ça aurait été... C'était plus adapté. Parlons de scolarité, de politique. Le cas de cet élève qui se faisait harceler à l'école parce qu'il était roux. Et il s'est suicidé. Vraiment malheureuse histoire. Alors, il se faisait harceler depuis 3 ans. On reproche aux profs de ne pas avoir agi. Moi, je comprends pourquoi... les profs ont laissé faire. Pour une fois que c'est pas eux qu'on caillasse, il fallait bien... D'ailleurs, je pense à la prochaine rentrée scolaire en salle des profs. Et toi, cette année, ils sont comment? Ah ben, c'est dur, hein. Et toi? Ah, moi, ça va, dans la classe, il y a un roux. Handicap. Je vais évidemment parler de foot. Un international français serait à nouveau impliqué dans une relation avec une prostituée mineure. Alors, le footballeur joue dans le championnat russe, quoi. À un moment, jouer en Russie et se faire gauler avec une prostituée française, faut le faire, quoi. C'est comme aller à un défilé Dior et rentrer avec Cécile Duflot, quoi. C'est rien. C'est pas le seul, hein. C'est un peu la saison des footballeurs qui se font gauler. Patrice Evra, lui, s'est fait gauler avec une escort girl. Alors, les gens sont étonnés, ils comprennent pas. Ils pensaient quoi? Qu'il allait s'inscrire à l'amour et dans le pré? Enfin, je veux dire, on allait quand même pas le retrouver avec une fémène. Vous savez, c'est les Pussy Riot sans l'oreille musicale. Alors, elles ont fait une manif dans Notre-Dame de Paris. Alors, c'est super engagé. C'est vrai que le vrai courage des fémènes, c'est qu'elles osent exhiber des poitrines qui feraient débander des SK. Bah oui, je comprends qu'avec des seins pareils, on en veuille à Dieu, quoi. C'est ça de grandir à l'ombre de Tchernobyl. Ça pousse ou ça ne pousse pas? Et si ça pousse? De toute façon, moi je comprends, c'est pas de la provoque, quoi. La provoque, ça suppose un danger, quoi. Je veux dire, traiter le pape de nazi ou se promener nu dans une église, c'est à la provoque ce que l'acrobranche est à l'alpinisme, quoi. C'est de l'adrénaline avec le confort bourgeois, quoi, de la verveine au rhum, faut arrêter, je veux dire. Alors certains se disent, mais pourquoi au lieu de faire du tam-tam sur les cloches, ils font pas ça dans une mosquée? Mais c'est pas possible. La cloche dans une mosquée, ça s'appelle un imam. De toute façon, moi, me taper une féministe, ça n'a jamais été un truc. Moi, la féministe, la féministe, pour une lesbienne, c'est du gingembre, et pour un mec, c'est du topinambour. C'est pas... Pôle emploi. Benoît XVI, quel gâchis. Tu vois, alors, le pape, donc c'est ce type qui vient une fois par an montrer au monde entier que le latin est toujours mort. Il parle 15 langues, ce qui explique sans doute pourquoi il n'y aura jamais de pape français. Alors, le type, il a présenté sa démission en latin. Preuve qu'il est complètement à la rue. Parce que le type, il gère 2 milliards de fidèles, il s'adresse à 5 cardinaux et aux 3 classes prépa en Hippocagne. En tout cas, c'est pas pour faire ma petite langue de pupute, mais j'espère que le prochain pape sera noir. Ouais, c'est juste pour voir si ceux qui l'ont traité de nazi auront l'audace de traiter le prochain de Zoulou. Gastronomie. Moi, j'en peux plus. Hein. Le cheval, j'en peux plus. Ouais. Quand je pense que ça fait 1 semaine que l'actualité est monopolisée par une putain de sauce bolognaise, l'Europe qui a la renverse à cause d'un plat cuisiné. Enfin, déjà, le plat cuisiné, il faut voir ce que c'est. C'est quoi? C'est du vomi gratiné. Hein. Quand tu vois... Pour ceux qui en mangent. En fait, on vient de sortir une Logan en plat cuisiné, ça s'appelle des lasagnes à la roumaine. Les gens s'étonnent du caractère caché. Ils auraient pu prendre le pli, quoi. La Roumanie, c'est quand même tout ce qui est un peu caché. Enfin, le slogan de la Roumanie, c'est quoi? C'est quand c'est roumain, c'est clandestin.
Après, on s'étonne que cette viande ait le goût de voyage. Enfin, je suis désolé, les roulottes sont pas tirées par des charolais. Quoi. Je sais pas, Non, c'est une polémique très indécente sur la viande. Enfin, ça concerne surtout les pauvres. Bon, c'est eux qui achètent des plats cuisinés. Bon, et franchement, être au chômage et pas avoir le temps de cuisiner... Alors, ça va belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte L'Éthérien et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Lola Devers, rebonsoir. Alors, vous êtes née le 4 décembre 1979 à Boulogne-Billancourt. Vous êtes la fille de l'acteur Patrick Devers et de Elisabeth Malvina Chalier, dite Elsa. Vous avez une demi-sœur, Angèle, qui est la fille de Patrick Devers et de Miu Miu. Alors, de votre père, vous ne gardez qu'un flash. Vous habitez rue du Moulin-Vert, dans l'appartement de la famille, dans le 14e. Vous venez de casser une bouteille sur le carrelage de la cuisine et votre père vous gronde et vous donne une fessée et votre mère essaie de l'amadouer. Oui, ma première fessée. Voilà. Bon, au moins, j'aurai ça comme souvenir. Et la dernière? Et la dernière. Et voilà. Je ne sais pas ce que c'est le plaisir de la fessée, alors. À cette époque, Patrick Devers est au sommet de sa gloire avec Série Noire et au fond du trou avec l'héroïne. Il prend beaucoup d'héros. Il a commencé en 1976 lors du tournage de La meilleure façon de marcher. Et ça a été le début de sa descente aux enfers. Il est devenu impulsif, violent, invivable. Vous ne l'avez pas connu, ça? Non, je ne peux pas vous répondre parce que j'entends les gens qui me parlent de ça autour de moi. Oui. En octobre 1980, il a révélé à un journaliste du Journal du Dimanche la date de son mariage avec Elsa en lui faisant promettre de ne pas en parler. Mais évidemment, le Journal du Dimanche fait sa une là-dessus et Patrick Devers, votre père, va casser la gueule au journaliste, ce qui fait qu'il est boycotté par la presse à partir de là. Et quand on parle du film, on cite même pas son nom. Ou les initiales, PD. Ouais. Alors, il n'est pas reconnu non plus par le métier. Il a été nommé 6 fois au César. Il n'a jamais été primé. Pendant l'été 1982, Patrick Devers prépare le film de Claude Lelouch, Édith et Marcel, où il joue le rôle du boxeur Marcel Cerdan. Lelouch lui fait promettre de décrocher de l'héros, mais c'est pas facile. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que l'héroïne, il y en avait beaucoup plus que maintenant. Donc il a du mal à décrocher, c'est un truc épouvantable. Votre mère aussi tente de décrocher. Elle se réfugie en Guadeloupe, chez Coluche, qui était le meilleur ami de votre père. Alors évidemment, leur couple, Patrick, votre père, et Elsa, votre mère, souffrent de leurs différentes addictions. Et s'essoufflait un peu déjà, non? Oui, tout à fait. Quand on est parti chez Michel, enfin chez Coluche, mon père était censé être en décro et ma mère aussi. Et voilà. Le 16 juillet 1982, Patrick Devers appelle votre mère et lui demande de rentrer en métropole. Elle lui répond qu'elle rentrera uniquement lorsqu'il aura complètement décroché de l'héros. En fait, elle voulait se protéger et vous protéger. Et me protéger, oui. D'une certaine manière. Mais il y a pire. Lors de sa conversation téléphonique avec votre mère, Patrick soupçonne Elsa et Coluche d'être ensemble. Quand on voit sa femme partir comme ça chez son meilleur ami et qu'on veut pas... Enfin, voilà, on a des doutes et c'était fondé. Alors, à peine a-t-il raccroché, Patrick appelle son dealer, mais le dealer n'est pas à Paris. Et à ce moment-là, Patrick Devers, votre père, prend une carabine 22 en rifle et se tire une balle dans la bouche. Ironie du sort, c'est une carabine qui lui avait été offerte par Coluche. À la mort de votre père, vous n'avez pas encore 3 ans, votre mère est incapable de s'occuper de vous et vous vous retrouvez chez vos grands-parents maternels à Saint-Lambert-du-Laté, en Maine-et-Loire, le village où est enterré Patrick Devers. C'est sympa, vos grands-parents? Oh, bah, génial. Ouais. Sans eux, je ne serais pas où je... Enfin, voilà, Alors, votre grand-père était centralien, votre grand-mère directrice d'école, catholique. Alors, il vous donne une éducation à l'opposé de ce qu'étaient devenus vos parents, évidemment. Complètement. Ça m'a permis de me structurer, voilà. C'est bien. Vous prenez des cours de danse,
des cours de piano, des On cours... était inscrits partout. Voilà, des cours d'accordéon, des cours de flûte Oui, j'ai fait de traversière. l'accordéon, flûte traversière. Oui, tout le monde trouvait, enfin, mes grands-parents qui m'aimaient beaucoup trouvaient que j'étais une virtuose de la flûte traversière. Mais maintenant, quand je regarde les cassettes vidéo, non, c'était Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Non. Et alors, vos grands-parents sont aussi obligés de vous protéger des paparazzis, ils vous cachent dans la bagnole. C'est vrai qu'il avait été obligé, pour aller d'un point à l'autre, enfin bon, bref, en voiture, de me cacher, mon cousin et moi, sous une couverture, pour pas qu'on soit photographié, en fait. Le problème, c'est que l'absence de votre mère est insupportable. Quand elle vient un peu pour les vacances, elle repart pendant que vous dormez pour que la séparation soit moins difficile, quoi. Ils attendaient que je m'endorme, et puis ma mère partait soit dans la nuit, soit au petit matin, quand je dormais encore. Quand vous réveillez, elle n'était plus là, quoi. Voilà. Alors, vous vivez avec tout ça, la drogue, la mort, votre mère qui dit « ton père nous a laissé tomber ». Et vers 7 ans, vous commencez à avoir des problèmes de poids qui sont dus à ces angoisses-là. Je pense que c'est ça, oui. Oui, pour combler quelque chose. À 11 ans, après 8 ans chez vos grands-parents, vous demandez à retourner vivre chez votre mère, qui a fini par remettre un peu d'ordre dans sa vie et qui est devenue maquilleuse de cinéma. C'est une bonne époque, ça n'a pas duré longtemps, mais... Et vous êtes rebelle, hein? Là, vous êtes viré de Saint-Michel de Picpus, dans le 12e. Vous aviez fait une fresque sur un mur, une folle furieuse. Une fleur sur le mur des bonnes sœurs. Chez les bonnes sœurs, c'est facile. Bah oui, évidemment. Puis vous êtes aussi un peu complexé à l'époque, vous n'avez pas d'amoureux. Non, je suis la bonne copine, en fait. Voilà, je suis la bonne copine de tout le monde. Je suis très popu dans le... à l'école, au collège, tout ça, au lycée. Mais non, dans les booms, on m'invite jamais à danser. Voilà. Et puis à la maison, même si votre mère ne vous cache rien de la mort de votre père, le sujet reste tabou. On ne prononce pas son nom. Et quand un film avec Patrick Devers passe à la télévision, on ne le regarde pas. Ah, ça, elle m'a jamais initiée à ça. Enfin, oui, elle changeait de chaîne. Je pense que c'était tellement douloureux pour elle que... C'est là, à 16 ans, que vous commencez à découvrir la filmographie de votre père. Le premier film que vous voyez, c'est Coup de tête. Et vous dites, je me suis vraiment marré. J'ai découvert quelqu'un de différent de ce que j'imaginais. C'est vrai qu'en général, les films de Patrick sont très noirs, comme ça, très torturés. Par contre, c'est quand j'ai découvert Coup de tête et La meilleure façon de marcher que j'ai pu voir qu'il avait ce côté comédie, comique. Et je l'ai découvert aussi comme ça quand j'ai vu quelques captations du Café de la Gare, en fait, quand il s'éclatait avec sa troupe au Café de la Gare. Votre mère comprend vite votre manque de motivation pour les cours de secrétariat et de comptabilité auxquels vous vous êtes inscrite, et elle vous donne l'adresse du cours Florent. Oui, c'est vrai que c'est ma mère qui m'a poussée. Oui. Alors au cours Florent, c'est pas simple. Vous dites j'étais verrouillée de l'intérieur. Oui. Comme je sortais d'une éducation très stricte, où il fallait rester discret, ne pas montrer ses sentiments, voilà, tout était à l'intérieur, ça n'arrivait pas à sortir. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup regarder les autres jouer, mais je voulais jamais passer sur scène. Enfin, vraiment, le prof était vraiment obligé de venir me chercher. Voilà, j'ai pas de très bons souvenirs de ces cours-là. J'étais pas prête, je pense. Et là, alors que vous venez de commencer vos cours de théâtre, dernier obstacle dans votre vie, vous êtes victime d'un grave accident de voiture, vous avez 18 ans, vous rentrez un soir de boîte avec des amis, porte de Montreuil, la voiture heurte un pylône, le conducteur est mort sur le coup, et vous avez un arrêt cardiaque et la bouche complètement arrachée, plus de dents, plus de gencives. Oui, j'avais un trou, je m'étais pris le siège avant, voilà. Ça se voit pas, hein? Très bon chirurgien. Bravo. Il vous faudra 7 ans pour vous en remettre. Les assurances, pour diverses raisons, ne nous ont pas donné l'argent tout de suite. La voiture n'était pas assurée. Voilà, la voiture n'était pas assurée. Et donc voilà, donc il a fallu attendre de débloquer l'argent. Donc en attendant, j'avais un dentier comme les personnes âgées. Voilà. Mais j'avais un trou vraiment... j'avais plus d'os, plus de gencives. Voilà, donc je suis restée avec ça. Et ensuite, quand on a eu l'argent, quand l'argent s'est débloqué, on a commencé les opérations, donc greffe osseuse, greffe de gencives. Il y a eu des rejets, voilà, donc tout ça a duré très longtemps. Le résultat est formidable. Alors, dans un premier temps, vous rangez vos rêves de spectacle au fond d'un placard et vous trouvez du boulot dans l'immobilier, donc vous gagnez assez bien votre vie finalement.
Ah oui, oui, très bien. Bah, oui. 5 000 € par mois, c'est bien. Oui, hein. c'est ça, oui. Ouais, c'est bien. Mais il vous manque quelque chose. Souvent, j'ai eu le sentiment de ne pas me sentir à ma place tout le long de ma vie. J'espère que là, c'est en train de changer. Mais oui, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, je me plaisais vraiment très bien dans ce boulot. Et puis, je me suis dit, voilà, fais-toi violence, démissionne. Voilà. Et voilà, j'ai démissionné. Là, vous décidez de forcer le destin. Vous prenez le nom de Devers et vous vous lancez dans l'actorat à ce moment-là. Voilà. Tout le monde vous reçoit très gentiment, mais enfin, dans les mois qui suivent, vous décrochez aucun rôle. Et souvent, on vous dit, reviens avec 10 kilos de moins quand même. Hein. On m'a même dit que les gens avaient besoin au cinéma de rêver quand on regardait une femme et que je ne faisais pas rêver et qu'il fallait que je perde absolument du poids, sinon je n'y arriverais jamais. Et un jour, en 2010, Myriam Boyer vous engage dans La vie devant soi. Oui. Ensuite, Antoine Beauville dans La Biscotte et Charlotte de Turckheim dans Mince alors, film qui a eu beaucoup de succès, qui a fait 1,3 million d'entrées. 4. Bravo. 4. Comme Fatal. J'y tiens. Et c'est pour ce film que vous êtes nommé donc au César dans la catégorie meilleur espoir féminin. On s'en réjouit. Moi aussi. Voilà. Tous les soirs, vous êtes sur la scène du De Jazé dans La véritable histoire de Maria Callas. Si vous avez le César, vous le dédierez à Patrick? Of course. Alors, mais c'est un peu à moi aussi. Voilà. Ouais, la moitié. Wow, pour la moitié, allez, 20%. Alors, évidemment, vous avez des séquelles de tout ça, vous avez des angoisses, hein. Vous êtes comme beaucoup de gens, mais vous, quand vous avez des angoisses, vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas, vous bouffez. C'est une jouissance. Ah ouais. Ouais. Vous mangez quoi? Ah, du chocolat. Ah ouais. Bah ouais. Oui, encore, je craquerais sur des carottes ou des concombres. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ça irait, mais Non. c'est jamais les carottes et les concombres. Ouais. Le Nutella? Ah, Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ouais. Alors voilà, donc vous allez bien. Le seul problème, c'est votre mère. Ça, c'est pas réglé encore. Non. Ça va se régler, vous pensez? Je le souhaiterais, mais pour l'instant, je me protège. Elle a des circonstances atténuantes, voilà. Mais je me protège. Pour l'instant, je pense à me protéger, avant toute chose. Ouais. Parfait. Quel destin incroyable. Hein. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères, Géraldine Maillet. Le livre s'appelle « J'ai vécu de vous attendre » et c'est publié chez Grasset et toujours en salle, After, avec Raphaël Personnaz et Julie Gaillet. Michael Youn, Vive la France, avec José Garcia, Harry Habitant et Isabelle Finaro, en salle mercredi. Marc Fiorentino pour sauver votre retraite chez Robert Laffont et Lola Devers, La véritable histoire de Maria Callas, actuellement au théâtre de Jazé. Merci pour votre témoignage. Rendez-vous ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.